Une jeune fille de 16 ans, qui vivait dans la même maison que ses parents et ses jeunes sœurs, s'était endormie dans sa chambre et, au matin, on l'a retrouvée morte. La police a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un meurtre, mais aucun des proches de la jeune fille n'a entendu quoi que ce soit cette nuit-là. Il a fallu 31 ans pour que l'affaire soit enfin résolue, mais personne n'était préparé à cette tournure des événements. Fawn Cox est né le 24 mars 1973 à Kansas City, dans le Missouri. Ses parents ont rapidement eu 2 autres filles. La famille vivait dans une petite maison à 2 étages située dans un quartier résidentiel difficile. Dès son plus jeune âge, elle aide ses parents à s'occuper des enfants plus jeunes, va régulièrement à l'église et aime nager. À l'âge de 16 ans, Fawn a trouvé un emploi à temps partiel dans un parc d'attractions local. Sa famille vit assez pauvrement et la jeune fille cherche à gagner au moins un peu d'argent pendant son temps libre à l'école. Elle a passé la plupart des vacances d'été de 1989 au travail. La plupart du temps, la jeune fille se tenait derrière la caisse enregistreuse et vendait des tickets pour les manèges. Le mercredi 26 juillet, elle a terminé son travail vers 22 h. Sa mère et sa jeune sœur sont venues la chercher en voiture, car il aurait fallu beaucoup de temps pour aller du parc à son domicile avec les transports publics. Presque immédiatement après son retour à la maison, Fawn est allée se coucher, car elle devait retourner travailler le lendemain matin. La jeune fille dormait au 2e étage et avait sa propre chambre. Ses sœurs dormaient généralement dans la chambre voisine, mais cette nuit-là, elle était seule sur le sol. Sa sœur Amber, qui n'avait qu'1 an de moins, faisait du babysitting pour une famille familière ce soir-là. L'autre sœur, Felicia, a décidé de dormir au 1er étage parce qu'il y fait beaucoup moins chaud. Il faisait très chaud cette nuit-là, et le seul climatiseur qui fonctionnait était celui du rez-de-chaussée, et leurs parents dormaient également au 1er étage. Le lendemain matin, vers 9 h, toute la famille s'est réveillée au son du réveil dans la chambre de Fawn, mais la jeune fille ne voulait pas l'éteindre pour une raison quelconque. Sa jeune sœur et sa mère montèrent alors dans sa chambre, où un spectacle horrible les attendait. La Fawn gisait sur le lit sans aucun signe de vie, le cou visiblement meurtri. La fillette n'avait pas non plus de pouls. Ses parents ont immédiatement appelé une ambulance, mais ils n'étaient plus en mesure de l'aider. Il était évident que Fawn était décédée quelques heures auparavant. Après avoir examiné son corps, les experts médicaux ont déterminé que la strangulation était la cause du décès et que la fillette avait également été maltraitée. Dès les premières heures, la police a compris qu'une enquête très difficile l'attendait. Bien que Fawn ait été tuée dans sa chambre, dans une petite maison très mal insonorisée, ses parents et sa sœur n'ont absolument rien entendu. Il y avait pourtant une explication, le climatiseur du 1er étage était vieux et très bruyant, bloquant tout autre bruit dans la maison. La seule chose étrange cette nuit-là a été remarquée par la sœur de Fawn, leur caniche se comportait de manière anxieuse et aboyait, mais ils n'y ont pas prêté attention. Ce comportement a été attribué au fait que la chienne était enceinte. Après avoir examiné la scène, la police a fait plusieurs découvertes importantes. Selon leur théorie, l'agresseur ou le groupe d'agresseurs serait entré dans la maison par une fenêtre du 2e étage donnant sur l'arrière-cour. Une vieille remorque garée près de la maison pouvait facilement être utilisée pour grimper jusqu'à l'auvent de la dépendance, qui se trouvait presque au niveau de la fenêtre. La fenêtre elle-même avait été laissée ouverte parce qu'il n'y avait pas d'air conditionné au 2e étage et qu'il fallait lutter contre la chaleur d'une manière ou d'une autre. C'est dans la chambre de Fawn que les experts ont trouvé les premiers indices importants. Quelques cheveux courts, de petites taches de sang et des traces de sperme sur le drap de son lit. Tout cela a été envoyé au laboratoire pour analyse. Par ailleurs, plusieurs objets ont disparu de la maison, notamment des radios, une console de jeux Nintendo et un enregistreur stéréo. Plusieurs autres objets ont été retrouvés sur le sol devant la maison. Il semble que le cambrioleur les ait jetés par la fenêtre pour les emporter avec lui, mais qu'il les ait laissés sur place pour une raison quelconque. Les inspecteurs ont également constaté que divers objets avaient été retirés d'un placard situé dans une pièce adjacente au 2e étage. Ils pensent que l'auteur du crime se cachait dans ce placard en attendant que tous les habitants de la maison aillent dormir. Normalement, les sœurs Fawn dormaient dans cette pièce, mais pas cette nuit-là. C'est pourquoi personne n'a remarqué les objets exposés. La police a découvert un autre indice étrange. Une vieille casquette militaire a été trouvée dans la chambre de Fawn. Tous les membres de sa famille ont déclaré n'avoir jamais vu la jeune fille la porter, si bien que les inspecteurs ont supposé que le tueur avait pu oublier la casquette sur les lieux du crime. Malgré cet impressionnant faisceau de preuves, la police n'a pas été en mesure d'identifier rapidement les suspects. Le problème est qu'en 1989, la criminalistique génétique était peu développée et qu'il n'existait pas de base de données génétiques commune à l'époque. L'inspecteur Benjamin Caldwell, qui s'est occupé de l'affaire, a présenté la version principale de ce qui s'est passé. Selon lui, il aurait pu y avoir plusieurs agresseurs,
qui devait bien connaître la maison. Non seulement il savait comment accéder au deuxième étage par l'arrière-cour dans l'obscurité totale, mais il devait aussi connaître la disposition des pièces. L'étape suivante pour la police consistait à rechercher des témoins. Ils interrogent les voisins, les amis et les parents de Fawn, mais tout ne sont pas concluants. Les inspecteurs sont confrontés à un problème de taille, le quartier dans lequel se trouve la maison est très pauvre et criminel. Diverses bandes criminelles y opéraient et leurs membres étaient difficiles à traduire en justice. Un mois après le meurtre de Fawn, l'affaire est enfin élucidée. La police dispose d'un témoin qui lui indique 3 suspects. Ce témoin connaissait un certain nombre de détails importants que la police n'a jamais divulgués, de sorte que son récit a été pris au sérieux. Les suspects étaient 3 adolescents, dont l'un était dans la même classe que Fawn. Ils ont été arrêtés et interrogés, mais les garçons ont nié toute implication dans le meurtre. Lors d'une perquisition à l'un de leurs domiciles, la police a trouvé des objets volés dans la chambre de la victime. C'est suffisant pour les inculper tous les 3 de meurtre, mais même là, les inspecteurs sont déçus. Tout d'abord, le témoin s'est soudainement rétracté et a cessé de coopérer avec la police. Deuxièmement, l'analyse de l'ADN du sang, des cheveux et du sperme trouvés sur la scène du crime n'a pas révélé de correspondance évidente avec les échantillons des suspects. Au cours de ces années, les experts n'ont pas encore pu établir une correspondance exacte entre les échantillons et tous leurs tests ont donné des résultats douteux. En d'autres termes, l'analyse ne pouvait confirmer ni une correspondance totale, ni une non-concordance garantie. Malgré cela, la police a pu obtenir des informations utiles de l'un des détenus. Au cours de l'un des interrogatoires, il a avoué qu'il s'était effectivement introduit dans la maison de Fawn cette nuit-là en compagnie d'autres garçons et qu'il avait volé quelques objets. Il a décrit comment il s'était frayé un chemin jusqu'au 2e étage en passant par l'auvent et a même révélé des détails inconnus. Selon lui, lorsqu'il a jeté un magnétophone par la fenêtre, sa poignée est tombée. Le garçon l'a caché sous un buisson voisin, et la police a retrouvé l'objet à cet endroit précis. Sauf que le jeune homme s'est rapidement rétracté et n'a plus coopéré à l'enquête, ce qui aurait empêché que ses aveux soient utilisés devant un tribunal. Pour cette raison, la police a dû relâcher les 2 hommes et l'enquête s'est à nouveau retrouvée au point mort. Il est fort probable que les témoins aient été simplement intimidés, mais sans leur témoignage devant le tribunal, l'affaire n'avait pratiquement aucune chance d'aboutir. Tout ce que l'on sait, c'est que l'un d'entre eux a passé 8 mois en prison pour avoir volé des objets dans la maison de Fawn. Depuis, l'affaire est restée dans un long tiroir. La police n'a rouvert l'enquête qu'au début des années 2000 et la première chose qu'elle a faite a été de télécharger les échantillons d'ADN prélevés sur la scène de crime dans la base de données Cody. Celle-ci avait été créée plusieurs années auparavant et contenait des échantillons d'ADN de personnes jugées pour des crimes graves. Malheureusement, aucune correspondance n'a été trouvée pour le tueur aux fauves. L'émergence de cette base de données est le résultat d'avancées scientifiques majeures dans l'étude de l'ADN. Elle a également permis à la police de prélever à nouveau des échantillons d'ADN sur les 3 suspects initiaux et de procéder à des tests plus poussés. Cette fois, les experts ont déterminé sans équivoque que les cheveux, le sperme et le sang n'appartenaient à aucun d'entre eux. C'est plutôt étrange, étant donné que les suspects ont été trouvés en possession des affaires de Fawn. Les détectives ont supposé que les 3 hommes avaient effectivement cambriolé la maison de Fawn cette nuit-là, mais qu'il y avait un autre homme avec eux. C'est lui qui avait abusé de la jeune fille et l'avait tuée. Tout cela soulève encore plus de questions. Se pourrait-il que 4 criminels soient entrés dans la maison sans se faire remarquer, qu'ils aient tué Fawn et qu'ils aient quitté la scène du crime tout aussi discrètement? La police n'a toujours pas répondu à cette question. Depuis, l'affaire est à nouveau au point mort. Chaque année qui passe, la famille Fawn croit de moins en moins que le meurtre sera un jour résolu. Elle continue de croire que les 3 suspects qui se trouvaient dans leur maison cette nuit-là pourraient désigner le tueur, mais qu'ils ne le feront jamais. La seule chose qui pouvait les aider à découvrir la vérité était un échantillon d'ADN stocké dans le laboratoire de la police. En 2018, un événement intéressant s'est produit. Amber, la jeune sœur de Fawn, a révélé des détails troublants sur le crime. Elle a fait part de ses réflexions et de faits inconnus de la police sur un forum américain populaire consacré aux crimes non résolus. Au cours de ses 23 années d'existence, ce forum a acquis une réputation très fiable et ses participants ont aidé la police à résoudre plusieurs affaires très médiatisées. Il a été vérifié et confirmé qu'Amber est bien celle qu'elle prétend être, et son message mérite donc qu'on s'y attarde. Elle-même travaillait comme nounou du lundi au vendredi et n'était à la maison que pendant la journée. Le week-end, elle dormait dans la chambre du 2e étage par laquelle les cambrioleurs s'étaient introduits. Les malfaiteurs auraient donc été immédiatement repérés. En outre, ils auraient surveillé la maison et attendu que la mère de Fawn et sa jeune sœur aillent chercher la jeune fille à son travail. Malgré tout, l'histoire d'Amber n'a pas permis de résoudre l'affaire,
mais nous étions déjà en 2018 et la science de la recherche sur l'ADN avait beaucoup progressé. Des dizaines, voire des centaines, d'affaires oubliées depuis longtemps étaient résolues grâce à de nouveaux outils d'analyse. Les proches de Fawn ont vu tout cela et n'ont pas apprécié que la police ne soit pas pressée de rouvrir l'enquête sur le meurtre. Ils ont continué à parler de l'affaire aux inspecteurs, et à chaque fois, ils ont obtenu la même réponse: l'extension des tests ADN nécessite de l'argent, et la police a des dizaines d'affaires en cours. C'est pourquoi les proches ont dû attendre leur tour et l'arrivée des fonds, mais ils ont décidé de prendre l'initiative et ont lancé une collecte de fonds en 2019. La famille souhaitait couvrir l'intégralité du coût des échantillons d'ADN et offrait également une récompense de $10 000 pour toute information permettant de capturer l'auteur du crime. Grâce à l'importante couverture médiatique de l'affaire et aux nombreuses interviews données par la famille, de nombreuses personnes concernées ont répondu aux demandes d'aide. La famille s'est empressée de réunir la somme nécessaire, mais même là, elle a été déçue. Le service de police a refusé d'ouvrir cette enquête aux frais des proches de la victime. L'inspecteur principal a expliqué qu'il y avait forcément un gros problème dans une telle situation. Si les proches d'une victime peuvent payer de tels tests et accélérer les résultats, des centaines d'autres familles qui recherchent depuis des années l'assassinat de leurs proches devraient avoir le même droit. Mais il est tout simplement impossible de mettre une telle chose en pratique, car seuls quelques laboratoires dans le monde effectuent des tests ADN innovants, et avec un tel afflux simultané de personnes souhaitant le faire, leurs ressources ne sont tout simplement pas suffisantes. L'entreprise leader dans ce domaine est Parabon Nanolab, que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises dans d'autres articles. Elle a fait d'énormes progrès dans l'étude de l'ADN. De la recherche des parents d'une personne à partir des plus petits échantillons génétiques, à la création d'un portrait approximatif du propriétaire de l'ADN. C'est ce laboratoire qui devait prendre en charge l'étude des échantillons laissés dans la chambre de Fawn la nuit de son assassinat. Les proches de la jeune fille pensent que la police n'est pas pressée de poursuivre leur affaire pour une autre raison: il s'agissait d'une famille pauvre d'un mauvais quartier et le meurtre n'était pas une priorité pour les enquêteurs. Dans une interview, Sir Fawn a déclaré que s'il s'était agi du meurtre d'une famille de riches ou de personnes haut placées, toutes les enquêtes nécessaires auraient été menées immédiatement. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi à accélérer le processus et ce n'est que fin 2020 que la percée tant attendue s'est produite, mais la famille n'était pas prête pour ce genre de vérité. Grâce au financement du FBI, la police a envoyé des échantillons de la chambre de Fawn à un laboratoire. Là, ils ont entamé un examen détaillé de l'ADN et une recherche des parents possibles de ses détenteurs. C'est sur l'échantillon de sperme trouvé sur la scène de crime qu'ils ont principalement travaillé. En novembre 2020, ils ont enfin pu trouver la personne à qui appartenait cet ADN. Il s'agit du cousin de Fawn, Donald Cox. Bien entendu, cette nouvelle a choqué toute la famille. Au moment de la mort de Fawn, Donald avait 21 ans et personne n'avait envisagé son implication possible. Cela dit, Donald était un homme assez perturbé et il était constamment derrière les barreaux. Il a été jugé pour des délits mineurs tels que le vol et la possession de substances illicites. Malheureusement, à cette époque, on ne prélevait pas encore d'échantillons d'ADN sur les criminels, sinon l'affaire aurait été résolue bien plus tôt. Donald est mort d'une overdose en 2006, mais la police a enquêté sur sa mort car certaines circonstances lui semblaient suspectes. C'est grâce à cette enquête qu'un échantillon de son ADN a été conservé, mais il n'a pas été enregistré dans la base de données du FBI parce que l'homme dans cette affaire était une victime et non un auteur. Lorsque les experts ont informé la police de leur découverte, ils ont comparé l'échantillon avec le sperme trouvé sur les lieux du meurtre et ont obtenu une correspondance à 100%. Malgré la gravité de cette découverte, les proches ont reçu une réponse à une question qui les tourmentait depuis 31 ans. Mais il restait un point très important dans toute cette histoire: de nombreux éléments de preuve indiquaient que les 3 suspects initiaux se trouvaient également dans la maison des Fauves cette nuit-là. On commençait à comprendre comment les auteurs du crime connaissaient si précisément la maison et les habitudes de la famille. Donald était un visiteur régulier et connaissait toutes ces nuances. Cependant, la police a classé l'affaire et aucune nouvelle accusation n'a été portée contre les 3 hommes. Sir Fawn a déclaré qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'essayer d'obtenir des aveux de leur part, même si les hommes étaient présents dans la maison cette nuit-là. Il se peut même qu'ils n'aient pas été témoins du meurtre, que Donald soit resté seul dans la maison et qu'il n'ait attaqué Fawn qu'ensuite. Felicia ajoute que les 3 suspects ont déjà payé pour leur acte. Pendant tout ce temps, alors que l'affaire n'était pas résolue, tout le voisinage était certain à 100% de leur culpabilité. De ce fait, ils ont été traités très négativement, avec toutes les conséquences qui en découlent. Selon Sister Fawn, leur vie a été ruinée. En outre, après la clôture de l'affaire, il s'est avéré que la police avait appris l'existence des suspects par la famille de l'un d'entre eux.
Les proches ont remarqué un décodeur Nintendo parmi ses affaires et se sont souvenus qu'il s'agissait de celui qui avait été volé dans la maison de Sir Fawn. C'était aux informations et tout le monde dans le quartier connaissait déjà les détails. De toute façon, il est tout simplement impossible de prouver leur culpabilité, et les proches de la victime connaissent enfin le nom de l'assassin. Il a vécu pendant 17 ans sans être puni pour ce qu'il avait fait et tout ce temps, comme si rien ne s'était passé, il a communiqué avec sa famille, mais son addiction aux substances illicites l'a finalement conduit à la tombe et il n'était plus une menace pour personne. Partagez votre opinion sur cette histoire dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.